Je crois que s'engager, c'est inspirer aussi les gens autour de nous, de leur dire que si toi, une personne lambda, peut finalement changer les choses à ton échelle, bien tout le monde est capable de le faire aussi. Qu'est-ce que je peux faire, moi, à mon petit niveau, pour laisser un monde meilleur ? Si on attend d'être parfait, on ne se lancera jamais, on ne commencera jamais. La clé essentielle du féminisme, c'est la notion de sororité. Ça sert à rien d'avoir 15 jeans dans son placard vu qu'on n'en porte que 2. Bien consommer aujourd'hui, c'est acheter des belles pièces et pouvoir les accessoiriser, les réinventer, les porter différemment. Vraiment savoir ce qu'on achète parce qu'on l'aime vraiment et qu'il est intemporel aussi. Bienvenue dans Nouveau Modèle, le podcast sur la mode responsable et engagée. Je suis Chloé Cohen et chaque mercredi, je donne la parole à des femmes qui font bouger les lignes de l'industrie textile. Parce qu'elles connaissent les impacts négatifs de cette industrie sur nos vies et sur l'environnement, ces femmes ont choisi de mettre en avant une mode plus humaine, plus durable, plus inclusive et moins polluante pour notre planète. Cette semaine, je reçois la créatrice Amélie Pichard. Je vous préviens tout de suite, cet épisode fait partie des plus longs jamais diffusés sur le podcast, mais je n'ai pas réussi à couper notre conversation. J'avais vraiment l'impression de connaître Amélie depuis longtemps et je me suis tout de suite sentie à l'aise avec elle. Et on a discuté et encore discuté. Alors installez-vous avec nous et plongez au cœur de l'univers décalé, un peu provoque et humoristique d'Amélie Pichard. Avec Amélie, on a parlé de Pamela Anderson, du cuir et de ses alternatives et des maisons autonomes. Petite parenthèse, si vous aimez l'émission, dites-le moi avec des mots doux et des étoiles sur vos applications préférées, comme celle d'Apple Podcast, et parlez-en autour de vous, partagez les épisodes sur les réseaux sociaux et avec votre entourage, c'est ce qui m'aide le plus à faire connaître le podcast. Allez, assez parlé, je laisse la place à mon invité et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Amélie, merci beaucoup de me recevoir en plus dans ton chez Pichard, donc je suis ravie d'être là. Alors pour commencer cette discussion, j'aimerais bien qu'on revienne un peu en arrière pour que tu nous parles un peu de ton enfance, de ton éducation. Donc où est-ce que tu as grandi, quel genre d'éducation tu as reçu, comment ça s'est passé un petit peu ? Hello, merci beaucoup de m'accueillir et je suis ravie de t'accueillir ici. Alors je vois qu'on me pose cette question de l'enfant, j'ai maintenant l'impression que ça va être une longue discussion de retourner en arrière, les années commençant à être longues. Donc écoute, moi je suis née dans les années 80 à Chartres en Eure-et-Loire. Et j'ai vécu entre ville et campagne puisque mes parents étaient séparés et donc j'étais à la ville chez ma mère et à la campagne chez mon père quand je le voyais de temps en temps et il est mort quand j'étais petite, donc après j'ai vécu essentiellement à la ville et c'était la petite ville qui était ce que j'aime bien avec Chartres, c'est que c'est une ville moyenâgeuse et où il y a beaucoup d'âmes en fait autour de toi. Famille clairement modeste. Ma mère a été dactylosténo à la base, ensuite secrétaire de direction, ensuite elle a changé, enfin voilà, il s'est passé plein de choses dans notre vie qui a fait qu'elle n'a pas pu faire spécialement ce qu'elle voulait du coup, puisqu'elle a dû m'élever toute seule. Et ensuite mon père lui était garçon de café et pilote de petit avion de tourisme, voilà. Et j'ai aussi beaucoup grandi avec ma grand-mère paternelle du coup, étant donné que quand ma mère, vu qu'elle était toute seule, il fallait bien qu'elle me garde et c'était une Bretonne et donc j'ai adoré passer mon enfance à manger des crêpes. Ça va, c'est chouette. Voilà, ouais, exactement. Ok. Et après, je pense que, j'ai vécu du coup entourée de femmes et c'est quelque chose qui est très important. Un peu dans mon parcours et dans ma vie, c'est que j'avais beaucoup de copines, ma mère avait beaucoup de copines qui avaient des filles et c'est ce qui a fait un peu que j'ai voulu travailler à la base dans la mode. Voilà, je pensais que c'était la mode puisqu'en fait quand t'es petite on te dit vu que je dessinais beaucoup aussi que j'allais devenir couturière. Mais en fait finalement, aujourd'hui, je me dis c'était pas forcément ça, c'était plus travailler avec les femmes en fait que j'avais envie de faire. Et je relookais mes copines. Et ce métier n'existait pas, n'avait pas de mots. C'est un jour à l'émission C'est mon choix que j'ai vu qu'il y avait, ça devenait un métier de relookeuse. Je me suis dit mais c'est ça que je fais depuis que je suis petite. Donc il y a toujours eu ce goût un peu pour les vêtements, le style. Ouais, l'image en fait. Okay. Ouais, voilà, c'était vraiment l'image. Ok.
Et quand tu racontes ton parcours à la presse, tu dis que les conseillères d'orientation ont tenté de te décourager de travailler dans la mode. Finalement, t'as quand même réussi puisque tu t'es inscrite à une école de mode à Paris. T'as ensuite travaillé dans le luxe. T'avais fait une formation chez un bottier orthopédique aussi. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu tout ce parcours et nous en dire un peu plus? Oui, une vie de contraste, c'est ce que j'aime dire aussi. Enfin, voilà, il n'y a pas de perfection de toute façon et tout est une question d'équilibre. Disons que, en effet, tout a commencé quand les conseillères d'orientation, je leur disais que je voulais être styliste, faire des études de mode, et qu'elles m'ont dit, mais vouloir être styliste, c'est comme vouloir être princesse, ça te passera. Et ça, c'est un truc qui m'est resté, puisque des années après, j'en reparle souvent. Et finalement, comme j'étais un peu feignante quand j'étais jeune, je me suis dit, oh là là, mon Dieu, mais il faut pas du tout que je fasse ça alors, puisqu'elles me le disent. J'étais plutôt du genre à écouter ce qu'on me disait, hein. Et puis finalement, ma mère m'a poussée à faire un bac général, et à la fin de ça, j'avais toujours envie d'être dans la mode. Enfin, c'est ce que je pensais que ça serait ça, en fait. Et finalement, c'est là que je me suis dit, relookeuse, c'est pas vraiment être styliste, ça doit être plus simple. Donc ça a été un peu mon excuse, c'était je veux faire une école de mode, mais vous inquiétez pas, hein, je sais, il n'y a pas de débouché dans la mode, je vais pas du tout être styliste, je vais être relookeuse. Et donc c'est comme ça que je suis allée faire une école, que je disais ça à tout le monde dans ma classe, que les premiers jobs que j'ai eus, je disais que je voulais être relookeuse. Et du coup, j'ai été relookeuse pendant un job d'étudiante, et au bout de 2 mois, j'ai dit mais je veux pas du tout être relookeuse. Voilà. Finalement, c'est pas ça que je veux faire. Ok. Et donc ensuite, ta formation chez un bottier orthopédiste, ça s'est passé comment ? En fait, avant le bottier, je suis sortie de l'école et j'ai travaillé en effet pour une maison de luxe, haut de gamme. Je gérais l'atelier, j'étais l'assistante de la créatrice, etc. Mais en fait, on faisait des défilés et très rapidement, j'ai vu que j'aimais pas forcément l'environnement de tout ça. Et puis aussi ce travail acharné pour 15 minutes de défilé, je trouvais ça aussi un peu bizarre. Et puis le vêtement n'était pas forcément quelque chose à ce moment-là, en fait, de passer vraiment des heures et des heures sur faire une jolie robe que tu porteras une fois dans ta vie, ne m'intéressait pas. Et un jour, j'ai dû faire les chaussures pour le défilé. La créatrice m'a dit, vas-y, débrouille-toi, trouve quelque chose, quelqu'un qui pourrait nous faire des chaussures. Et c'est là que j'ai rencontré Madame Germaine à Belleville, qui m'a fabriqué les chaussures en quelques heures, là où un monsieur m'avait dit au téléphone que personne ne me ferait jamais mes chaussures, même en une semaine. Et donc encore une rencontre avec une femme où je me suis dit voilà, c'est ça que j'aime. Moi, j'aime aussi que quand rien n'est impossible, en fait, et puis surtout d'avoir essayé. Et là, j'ai dit à Germaine, je veux rester avec vous, je veux apprendre ce métier-là. J'ai aimé l'approche un peu virile de la fabrication, le côté plus brut, la matière, l'objet, etc. Et voilà, le savoir-faire. Et elle m'a dit, mais t'apprendras rien avec moi, puisque je suis comme une petite usine à échelle minuscule. Vaut mieux que tu ailles voir un bottier, comme ça tu vas vraiment apprendre tout, du patronage à la coupe, au montage, etc. Et donc c'est là que j'ai commencé à faire le tour de Paris, d'aller voir les 3 derniers bottiers qui restaient à l'époque. Et on était en quoi ? On était en 2010. Et un a accepté. Alors, j'ai eu plein de choses, évidemment, très macho, etc. On m'a demandé de serrer la main pour voir si j'avais suffisamment de poigne, etc. Et finalement, ce bottier orthopédique, qui s'appelle Éric Lemain, qui est donc pas très loin, qui est avenue Le Dreux-Rollin, comme il avait une petite équipe de 10 personnes, c'était plus simple, j'allais pas traîner dans ses pattes et l'handicaper, puisque j'allais venir 2 jours par semaine, puisque j'avais décidé de me mettre à temps partiel à ce moment-là. Donc j'ai appris toutes les étapes et en fait, pensant que je deviendrais bottière à ce moment-là. Et au bout d'1 mois, j'ai réalisé que c'était trop tard, j'avais déjà 26 ans, c'est quelque chose que tu commences à 16 ans, c'est un métier de savoir-faire que tu apprends au fil des années. Donc et puis, surtout, je suis quelqu'un qui aime faire plein de choses en même temps. Et là, de rester toute une journée à faire une tâche, c'était pas forcément pour moi non plus. Mais j'avais besoin d'apprendre à fabriquer des chaussures, à savoir comment on concevait des chaussures, puisqu'on sait aussi très bien que après, une fois que je me serais retrouvée dans une usine,
étant créatrice, venant de Paris, de la mode, qui veut faire des chaussures, déjà, on me regarde de haut à ce moment-là. Et si tu sais pas comment tu fabriques des chaussures, on te dira toujours ce n'est pas possible. Et comme c'est une phrase que je n'aime pas, au moins j'ai des arguments. Et je vais leur expliquer, bah si, peut-être comme ci, comme ça. Et voilà, au moins il y a un échange. Voilà. Donc, et ce que j'ai aimé avec ce bottier, c'était surtout que on était en dehors de la mode. C'est un bottier orthopédique, en effet. Donc, tout est une question on était sur des pieds beaux. J'ai rencontré plein de femmes. Celle qui m'a le plus marqué, c'était une femme qui avait une 60aine d'années et son pied faisait que s'élargir et rétrécir en même temps tous les ans. Donc tous les ans, il fallait qu'elle refasse une paire sur mesure. Et en fait, parce que dans les années 80, elle avait porté beaucoup de stilettos à bout très pointus. Et très haute surtout, et donc en fait ça fragilise le pied. Le pied, c'est un peu comme le nez, c'est quelque chose qui évolue toute sa vie. Et donc là, bah, son pied était complètement difforme en fait, et donc et le bottier me disait tout le temps, ne fais jamais de chaussures à plus de 3 cm de haut, etc. Et moi je suis plus pour une fois qu'on a une chaussure dans la journée, c'est bien de changer. En fait, moi j'aime bien changer plusieurs fois de paire de chaussures. Au moins ayez-en une dans votre sac en plus, quoi. Ok, pour s'adapter à toutes les situations. Oui, exactement. Ok. Et donc ça va être un peu les débuts de ta marque, si je dis pas de bêtises, tes rencontres avec le monde de la chaussure, on va dire. C'est ça qui a un peu déclenché l'envie de créer ta propre marque. Oui, bah c'est bizarre parce que vraiment à ce moment-là, j'y allais vraiment pour devenir bottière parce que j'étais fascinée par l'artisanat et c'est toujours le cas. Mais au final, je me suis dit bon bah je vais devenir styliste chaussures alors. Et en fait, c'est une fois que je voyais que je trouvais pas de travail en tant que styliste chaussures, j'avais pas assez d'expérience et puis c'est compliqué de toute façon, que j'ai su retourner voir Germaine et que je lui ai dit faisons quelque chose ensemble. Aide-moi, enfin j'ai envie de faire des modèles. Ah oui, j'ai oublié que je venais de gagner un concours, le concours Bata. Et où c'est la première fois de ma vie où j'ai dessiné des chaussures et je gagnais un concours et mes chaussures étaient vendues dans 100 magasins Bata d'un coup et où je pouvais faire la com, l'image, il y avait et donc j'ai eu beaucoup de presse, mais pour autant je trouvais pas de travail. Donc je me suis dit bon bah je vais redessiner des chaussures pour la deuxième fois de ma vie et je vais le faire avec Germaine et mon but était de fabriquer en France et je trouvais ça génial de faire ça avec elle. Finalement elle s'est cassé le col du fémur et puis elle a fermé. Parce qu'il faut dire qu'elle avait 80 ans à l'époque quand même. Hein. Ah oui. Donc elle était quand même sur la fin de sa carrière. Exactement. Et donc c'est en fait les choses se sont passées plutôt. C'est un peu le destin qui a fait la chose. C'est vrai que jamais je m'étais imaginé lancer une marque. J'avais très très peur du côté administratif de tout ça. Ça ne me parlait absolument pas. Donc j'ai fait cette première collection et puis une fois que je l'avais, c'est là que j'ai commencé à poser des questions. Parce qu'en fait, je le faisais juste pour apprendre, en fait, à la base. Et donc, une fois que je me suis retrouvée avec cette collection, je me suis dit, mais je vais pas l'exposer dans mon salon et la regarder comme ça toute ma vie. Et donc, j'ai contacté, c'était Who's Next, le premier salon. Et donc, ils m'ont accepté. J'ai pris mon petit stand de 4 mètres carrés. Et puis, je suis restée dans mon stand pendant 4 jours à attendre qu'il y ait des acheteurs qui viennent. Et finalement, personne n'est venu à part un client japonais. Et qui m'a passé une commande. Et en fait, on va dire les 3 premières saisons, je l'ai vécu plus comme ça. Aucune stratégie, évidemment, rien du tout. Juste, j'avais envie de dessiner des chaussures. Et comme je ne trouvais pas de travail, je le faisais par moi-même et comme ça, j'apprenais. Et c'est au bout de la 3e saison, le 3e salon, que le Bon Marché m'a acheté. Et là, je me suis dit, ça y est, en fait, je pense que je suis en train de lancer une marque. Ça a légitimé un peu ta démarche, en quelque sorte. Oui, puis du coup, forcément, de toute façon, j'avais vraiment plus le doigt ni la main, j'avais le bras et le corps en entier dedans. Donc, en fait, il fallait que je m'y mette. Donc, j'ai quitté mon travail. Et j'ai continué de donner des cours puisqu'en fait, comme j'étais à temps partiel depuis la formation bottier, une fois que j'avais arrêté ces 6 mois de formation, ensuite j'ai commencé à être prof dans mon ancienne école de mode et je l'ai fait pendant 3 ans. Et donc c'était une façon pour moi de financer aussi, du coup, mes collections, voilà. Et donc, j'ai arrêté mon job et c'est là que j'ai appris un peu tout ce qu'on pouvait faire aujourd'hui en France, toutes les facilitations à ça, à la création d'entreprises. Donc, j'ai pu avoir, on va dire,
un chômage pendant 1 an et demi pour pouvoir créer mon entreprise, pour ne pas avoir à me payer avec mon entreprise. De toute façon, ça aurait été impossible, évidemment, puisque je gagnais rien du tout. Voilà, donc ça m'a redonné encore un peu de temps à ce moment-là. Ça faisait déjà 1 an que la marque, elle existait. On est en 2012, du coup, là, je crée vraiment une SARL, etc. Et je me lance pendant 1 an et demi à me payer comme ça. Ok, et donc là, tu t'es lancé un peu, en fait, comme ça, quoi. C'est arrivé petit à petit, les choses se sont faites progressivement, sans vraiment stratégie de base, de création de marque. Non, pas du tout. Et je travaillais chez moi dans mon salon avec mes chats sur mes genoux et ça m'allait très très bien. Mais je comprends, hein. C'est vrai que moi aussi, je continue à travailler en pyjama parfois. Mais ça oui, m'arrive, ça, donc, c'est la vie de travailler en pyjama. Je suis bien d'accord. Et alors, pour rentrer un peu dans le détail d'Amélie Pichard, de la marque, de ce qu'elle est, sur ton site, il y a plusieurs expressions pour définir la marque que je trouve intéressantes et je trouve ça sympa. Et il y en a une qui dit « Pichard, c'est une planète à part ». Est-ce que tu es d'accord avec ça ? Alors je suis d'accord parce que du coup j'ai choisi de la publier, mais en fait pour parler justement de ces petites phrases là qui se retrouvent un peu dans le about de c'est qui Pichard, en fait c'est toujours une question qui est compliquée puisqu'en fait je pars du principe que la marque n'est pas une marque mais une personne et donc on met pas une personne dans une case même si la société fait que normalement si et je me dis pourquoi on mettrait aussi une marque dans une case, du coup ça veut dire la marketer énormément et c'est finalement quelque chose, je pense que c'est trop tard pour le faire et donc quand j'ai commencé à vouloir que ce soit écrit quelque part sur le site c'est quoi Pichard, c'était dur, je demandais à des copines qui souvent m'aident et écrivent pour moi, du coup, vas-y, tu peux écrire quelque chose. Et en fait, ça allait jamais, je me disais, mais non, parce que voilà, on essayait de mettre des mots sur quelque chose et du coup, forcément, c'est réducteur. Et donc, je me suis dit, mais en fait, non, il n'y a pas de vérité. En fait, il n'y a pas de... Chacun a sa propre vision de la marque. Et en fait, c'est pour ça que je suis allée demander à des amis de dire c'est quoi votre vision. Et c'est là où j'ai trouvé ça génial parce que ça part dans tous les sens. Je pense que quelqu'un qui ne connaît pas du tout la marque ne comprendra jamais ce que ça veut dire. Non, on ne saura pas plus, en tout cas, en allant dans la partie about. Mais c'est pas très grave, bien que potentiellement si, mais voilà. Et donc évidemment une planète à part, c'est sûr. Je me suis de toute façon toujours sentie très isolée de toute façon dans ce milieu-là et un peu le mouton noir. Ouais. Mais d'ailleurs, ça fait lien avec ma prochaine question parce que tu as un ton avec ta marque qui est très très décalé, très humoristique, un peu provoque parfois. Moi, j'aime beaucoup et je me suis dit comment tu as réussi à te faire ta place dans le milieu de la mode qui est souvent quand même très sérieux malheureusement. Enfin, c'est rare de voir des marques qui se prennent pas au sérieux et qui font de l'humour avec les vêtements, les accessoires. Comment t'as fait ? Je sais pas parce qu'en plus des fois je me dis j'ai pas forcément encore ma place dans la mode d'ailleurs mais en tout cas j'ai toujours fait que ce que je voulais, ça c'est sûr, et ça on me l'a beaucoup reproché d'ailleurs hein. Et voilà, c'est juste suivre en fait ses valeurs, son instinct, c'est ce que je fais en fait depuis le début. Et à partir du moment où il y a eu des moments où j'ai essayé de faire autrement, ça fonctionne pas. Donc et puis voilà, comme je disais, c'est trop tard pour se marketer. Donc on fait ce qu'on veut. Et puis après, il y a des gens à qui ça parle. Mais c'est vrai que c'est plus. En fait, je m'adresse, je pense, à une minorité. Des gens qui vont comprendre les subtilités de ce que je dis, les dénonciations que je vais pouvoir montrer, et donc c'est une minorité. Les gens sont plus intéressés par la fame, l'argent, les Kardashians, tu vois. Et donc là, tu leur montres quelque chose qui est plus sobre, mais l'humour est hyper important, évidemment. Sinon, la vie est triste, parce que déjà que la vie est dure, donc si en plus on rigole pas. C'est sûr. Et t'es comme ça aussi dans la vraie vie, ça te correspond quand on dit ton décalé, humoristique, un peu provoque, c'est toi ? Oui, oui, c'est sûr. De toute façon, tout ce qui sort de la marque sort de moi, donc du coup, évidemment. Après, ça n'empêche pas que tout ça, il y a de l'humour, mais il y a des profondes tristesses aussi. En fait, de toute façon, quand tu regardes Coluche, le mec était hyper malheureux. Alors, je ne suis pas malheureuse. Mais c'est ça, on a forcément des casseroles, on a forcément des choses, tout n'est pas... Et donc aussi montrer, c'est ça qui m'a toujours dérangée, montrer une marque lisse en disant que tout est que amour et joie et bonheur et simplicité et facilité, ça me dérange énormément.
Ouais, je comprends. Mais encore une fois, on rentre pas dans une case, quoi. On est multiples et c'est beaucoup plus complexe que simplement un adjectif, quoi. Voilà. Et c'est vrai que quand on voit tes produits, en tout cas quand moi je vois tes produits, je vais peut-être pas parler au nom de tout le monde, mais je me dis c'est pas tendance, c'est pas de la mode. Il y a vraiment quelque chose derrière. Je me dis, Amélie a envie de nous raconter une histoire. Il y a une âme derrière ces produits. Enfin, il me parle, tu vois. Il y a quelque chose. C'est ça que tu avais envie de transmettre à travers ce que tu crées. Bah ouais, évidemment, c'est les histoires à la base. Après, tous les créateurs de mode racontent des histoires. C'est ce qu'on t'apprend aussi à l'école de mode, hein, de raconter des histoires. Et en vrai, j'adore raconter des histoires, donc c'était super. Et c'est vrai que depuis que je suis sortie du rythme Fashion Week, etc., donc en 2017. En fait, du coup, tout d'un coup, raconter des histoires par collection devenait plus du tout intéressant. Et j'avais vraiment envie de dire, en fait, chaque produit qui va sortir de chez Pichard, surtout que les collections sont très petites, il faut le regarder tout seul. Que dans la mode, on t'apprend à regarder une collection dans sa globalité. Là où parfois, et la majorité des produits sont un peu là pour nourrir le produit phare. Et donc moi, j'avais envie que tous mes produits soient phares, en fait. Que chaque produit, que tu vas le regarder seul, tu vas le comprendre, tu vas comprendre d'où il vient, tu vas comprendre comment il a été fabriqué. Et donc ça, c'est dur à faire. Et c'est ce que j'essaye de faire depuis 2017. C'est vraiment être focus sur chaque produit et qui vive par lui-même. Et donc, évidemment, l'artisanat aide aussi beaucoup à expliquer les choses dans ces cas-là. Ouais. Et puis, il y a un côté intemporel aussi à ce que tu crées qui est hyper important. Ouais. Oui, tout à fait. Et c'est pour ça aussi, comme on fait pas de solde, tout c'est intemporel. On peut garder un produit. C'est-à-dire que jusqu'à temps qu'il n'est pas entièrement vendu, un modèle de chaussure, par exemple, il restera en rayon ou sur le site, même s'il reste qu'un 35. Bon, au bout d'un moment, quand il reste un 35 et un 42, là, on les enlève et on les met sur la partie archive. Et là, du coup, ça permet d'acheter les produits à beaucoup moins cher. Mais là, on est vraiment sur la fin de vie de modèle où il reste plus que 2 paires. Et c'est là où c'est intéressant et c'est le seul moment où, en fait, tu peux avoir la chance d'avoir un produit encore moins cher, mais on n'est pas dans un truc de solde. Jamais, quoi. Ouais, de brader le produit parce que soi-disant on change de saison, de collection, de tendance. Ah bah oui, c'est terrible ça. Et alors pour détailler un peu aussi tes engagements responsables, j'ai pas mal fouillé sur le site et il y a beaucoup de choses qui m'ont bien plu. Enfin, avant que je décide de t'interroger, je savais dans quoi je mettais les pieds aussi, mais il y en a un qui m'intéresse particulièrement, c'est sur la circularité, parce que je crois que c'est vraiment important aujourd'hui d'avoir ça en tête quand on fait de la mode, quand on travaille dans cette industrie. Et tu écris sur ton site, alors, en parlant d'un sac, ne l'abandonnez pas dès ses premières rides, parce que vous l'aimez, sortez-le, utilisez-le, usez-le. Mais si vous le reconnaissez plus, apportez votre sac chez Pichard. On promet de le bichonner, de lui refaire une beauté pour qu'il puisse vous accompagner encore longtemps. Et en gros, quand j'ai lu ça, je me suis dit, en fait, elle nous dit, ne rachetez pas de sac neuf, quoi. Alors là, cette campagne veut dire beaucoup de choses. Ouais. Elle veut dire 3 choses, en fait. Mais elle veut, à la base, dire... c'est pas parce que vous allez l'abîmer qu'il faut l'abandonner. Parce qu'un sac, ça s'abîme comme des chaussures, comme tout, en fait. Une fois que tu le portes et que tu vis avec, tu l'abîmes. Et en fait, je suis partie d'un constat qui m'a vraiment traumatisée. C'est que les femmes, quand elles achètent leurs produits, dès qu'elles le portent et qu'elles l'abîment un peu, elles reviennent paniquer. Et donc là, moi, je me suis dit, mais c'est fou. Qu'est-ce qui fait ça, en fait ? Est-ce que c'est la société, le filtre Instagram qui nous met dans enfin voilà, on a cette habitude d'être toujours parfaite si on se met le filtre. Est-ce que c'est cette société de perfection à tout va ? Je sais pas. Et en fait, c'est là où je me suis dit, c'est pas possible. Il faut leur apprendre à user. En fait, j'ai l'impression qu'on a perdu cette notion d'user jusqu'à l'os son sac. Et pour certaines, c'est genre hyper jouissif parce qu'elles se disent « au moins lui, je l'ai porté, au moins lui, je l'ai usé ». Mais la plupart des femmes, quand elles reviennent et que du coup, au bout d'1 mois, elles ont fait une première égratignure, on leur dit, mais attendez 6 mois, attendez 1 an, ne nous le ramenez pas, sinon vous allez nous le ramener toutes les semaines, en fait, parce que vous allez le râper contre un mur, lui faire quelque chose, je sais pas, mais... Donc ça, c'était la base de ce texte. Évidemment, je préfère que les femmes usent plutôt qu'elles achètent dès qu'elles ont usé. Par contre, moi, je suis dans un principe aussi quand même de
collection. J'adore l'idée qu'elles collectionnent leurs sacs. Et souvent, une fois qu'elles achètent leurs sacs, elles en achètent plusieurs parce qu'elles adorent les couleurs, etc. Et du coup, en ça, pour moi, c'est hyper important. Parce qu'on n'est pas dans un truc où elles achètent parce qu'elles ont abîmé et que le sac est de mauvaise qualité. Et donc, elles sont obligées d'en acheter un autre parce que l'autre est trop usé. C'est pas ça. Elles sont plus dans cette démarche de collection. Et donc, c'est ça qui m'intéresse. Ok. Parce que je trouvais vraiment intéressant sur le côté ramenez-le, on va le réparer pour vous, parce que c'est aussi Patagonia qui avait lancé toute une campagne comme ça en disant ne rachetez pas un t-shirt juste parce qu'il y a un petit trou, ramenez-le, on va le réparer pour vous. J'y suis allée d'ailleurs dans leur camion parce que mon mari il a acheté beaucoup, il avait certains produits vintage Patagonia parce qu'on consomme quasiment que du vintage et on était allé voir ce camion où il te répare, etc. Et c'est vrai que nous, comme on a depuis 2 ans maintenant, on a un super cordonnier qui nous retape tout. Et en fait, petit à petit, on s'est dit, mais en fait, c'est génial. En fait, on peut lui donner et il nous les reteint, les endroits où ça s'est un peu gratiné, etc. Et donc là, ça dit ça aussi. Ça dit, mais dans tous les cas, revenez nous voir, on est là. Et donc, et évidemment, et c'est pour ça qu'on aime bien dire, il passerait une journée au spa, mais. Mais je trouve que c'est hyper important parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, la plupart des marques, on achète un produit et après, on se débrouille avec, en quelque sorte. C'est-à-dire, il se passe quoi que ce soit, on va devoir payer pour le faire réparer si on veut le faire réparer, ou il finit en boule dans un tiroir parce qu'il manque 3 boutons. Et je trouve hyper intéressant de voir qu'une marque, toi, tu te dis, en fait, moi, je suis là pour l'après-vie d'un produit. Je suis là pour mes clientes. Oui. En fait, on laisse jamais personne sur le carreau. En fait, c'est vraiment ça. Même si des fois, il y en a qui nous appellent très énervés, etc. Bon, ça, c'est la vie du SAV. J'imagine. C'est très intéressant socialement à voir ça, tu vois. Et on se dit, mais pourquoi elles sont à chaque fois si énervées? En fait, certainement parce que elles ont eu des mauvaises expériences avec d'autres marques. Et alors que nous, dans tous les cas, évidemment, ça a pu arriver qu'il y a un truc, c'est impossible. Mais en règle génærale, c'est toujours possible de faire quelque chose. Après, on n'est pas là non plus, si elles nous le ramènent au bout d'1 an ou 2, évidemment que le spadé, elles vont devoir payer le spadé. Mais c'est jamais grand chose. Ouais, bien sûr. Voilà. Ouais. Et pour continuer un peu dans les engagements et ce que tu proposes, il y a aussi les petites annonces, Amélie Pichard. C'est c'est les archives, non? Alors non, les petites annonces, c'est vraiment le site de petites annonces. Ok. J'aimais bien un peu faire le lien avec à l'époque Cherche Bond à Forte Poitrine, des petites annonces, tout ce qu'on pouvait lire dans les journaux qui était complètement ridicule et génial. Donc on a lancé ça puisqu'on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de demandes d'anciens modèles. Ou alors dès que je lance une nouvelle collection, on me dit mais tu fais pas le croco tu le fais plus, et donc ça c'est génial aussi. Tu as fait une nouvelle collection, ça a été compliqué et en fait on te demande les anciens modèles et donc à la base le petit annonce, j'avais envie de faire un truc un peu je fantasmais qu'elles puissent troquer. Et puis ça arrive aussi qu'elles achètent des fois des choses. Il y a des clientes comme ça qui sont très vite je veux quelque chose de nouveau, ça y est j'achète, et puis finalement elles ont mal choisi ou alors elles se sont trompées dans la pointure ou j'en sais rien, et puis plutôt que de revenir vers nous, elles l'abandonnent dans le placard. Et puis et j'avais pas envie qu'elles aient ce sentiment à chaque fois qu'elles ouvriront leur placard de se dire j'ai ce truc Pichard mais en fait j'ai jamais porté, c'est terrible, c'est un mauvais sentiment. Donc je me suis dit faut que même s'il y a plein de trucs qui existent aujourd'hui pour ça, mais je me suis dit c'est bien qu'on crée notre propre plateforme à nous où elles peuvent faire leurs recherches, parce que je sais qu'il y en a qui ont des alertes sur d'autres sites, etc. Et comme ça reste entre elles. Nous on prend pas de com et tout, c'est vraiment juste un endroit où elles peuvent faire leurs recherches. Et l'autre partie des petites annonces aussi, c'était que à l'époque où je faisais encore les Fashion Week, tu fais des collections, tu as des prototypes, ensuite ça part en presse, et puis quand ça revient, c'est terrible en fait. Une saison presse, tes chaussures, certaines sont en bon état, certaines moins, dans tous les cas la semelle est abîmée. Et qu'est-ce que tu fais de ça? Je vais pas les brûler, jamais rien brûler de toute façon. Donc et puis surtout nous on garde tout notre stock avec nous, donc en fait tu t'en rends compte. Et ça je pense que c'est un truc qui est très important en fait, c'est parce que on a tout avec nous qu'on se rend compte à quel point
j'imagine même pas les marques plus importantes parce que t'en as quand même partout. T'as ton petit prototype, t'en as fait 3 pour le mettre au point. T'as ceci, t'as cela, t'as ta collection, t'as la presse. Et donc je me suis dit, il faut un endroit où je puisse les revendre, puisqu'en fait sinon je vais devoir les jeter et c'est terrible. Donc du coup ça marche super bien. Parce que comme on fait pas de solde, c'est un moyen d'avoir des produits abordables. Et puis moi, j'ai jamais eu aucun problème à l'idée d'acheter des produits utilisés, des produits vintage. Donc en fait, oui, comme tu es fan de vintage, tu t'es dit créer ma plateforme de seconde main, ça fait sens quoi. Et là du coup, c'est super. Parce que j'ai vu, il y a à la fois de la recherche, des personnes qui cherchent un modèle très précis, et de la revente de produits qui vont plus ou ce genre de choses. Non, c'était hyper intéressant et je trouve ça encore intéressant que ce soit une marque qui s'en occupe parce que ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire qu'elle se préoccupe de la fin de vie de ses produits encore une fois. Donc il faut regarder tout de A à Z. Et ça fonctionne bien, du coup ça marche bien. Oui, non, mais c'est génial. Hein. Alors en plus, donc, comme on vend pas les sacs, on ne solde jamais nos sacs. Puisqu'on les produit en extrêmement petite quantité et limite à la demande, donc ils sont jamais soldés. Et des fois forcément 595 € pour le plus cher, ça reste une somme. Et donc nous, quand on en sort en presse et qu'ils nous reviennent un peu abîmés, etc., on les repasse au bichonnage et on les revend du coup là-dessus. Et comme ça, on les vend un peu moins cher. Et ils partent tout de suite à chaque fois. Ce que tu prouves aussi en fait que il est possible d'avoir une marque, de la faire grandir sans pousser à la surconsommation et à surconsommer. Ça, c'est un peu tout l'enjeu des marques finalement aujourd'hui. Enfin, si on se préoccupe un minimum de notre planète et de... disons que je pense que avant le Covid, il y avait toutes les marques se lançaient dans le green ou le greenwashing, tout dépend d'un point de vue et tout dépend de la marque. Et là, le Covid a lancé... Pour moi, on a gagné, mais je sais pas, 2-3 ans en 2 mois en fait, dans les mentalités, dans les obligations, etc. Donc c'est tant mieux. Maintenant, il faudrait aller encore plus loin, mais après, les mentalités des fois vont plus lentement, donc ça dépend. Mais oui, ça c'est toute la partie de ce. Enfin, c'est même pas des discours en fait. Tu vois, pour eux. En plus, quand je vois des marques qui finalement dépensent des millions et des millions pour devenir écolo, mais j'ai envie de leur dire, mais en fait, arrête, ferme ta boîte, là, ça sera écolo, en fait. Parce que c'est ça que de repartir. Mais oui, mais en fait, essayer de... En fait, non, il y a des moments pour des marques. Moi, je dis ça tout le temps. Moi, ça me dérangera absolument pas un jour d'arrêter. Il y a des moments, c'est tout, où là, le monde t'a rattrapé ou je sais pas quoi, mais... Ouais, bien sûr. Et il y a autre chose aussi que je vais lire, parce que j'ai trouvé sur ton site, quand je dis je vais fouiller. Et qui est aussi hyper intéressant. Et je pense que ce que je vais lire, c'est un manifesto qui est assez puissant et que j'ai bien aimé. Donc tu écris « Je veux attirer votre attention sur notre obsession de la croissance économique et du développement. Dans la société actuelle, les nouvelles entreprises qui deviennent rapidement grandes et rentables sont applaudies, quel que soit le coût humain et environnemental. La croissance économique insatiable et irresponsable est vulgaire. » Tu ajoutes « Ne prenez jamais la voie facile vers le succès et la rentabilité, ce n'est pas durable. Je rêve d'un avenir où nos talents ne seront pas jugés par notre taux de croissance. » Et je me suis demandé pourquoi c'était si important pour toi d'écrire ces mots qui sont quand même très puissants et il y a une vraie prise de position et donc un risque sur ton site, sur le site de ta marque. Maintenant, c'est d'ailleurs mon statement numéro 1, c'est la base parce que là, je commence à écrire les statements, donc il y en a 2 aujourd'hui. Celui-là, en fait, c'est tellement ce que je ressens au quotidien. C'est cette ambivalence de discours. Tu passes d'un Kardashian, c'est génial, machin, de voir tout cet argent dépensé dans tous les sens, gaspillé, etc. Je cite les Kardashians parce que pour moi, c'est l'extrême, en fait. J'aime bien citer les extrêmes. Ouais, c'est le symbole de... Mais oui, et puis à côté de ça, pareil, ou des marques qui n'ont jamais fait attention à rien du tout, et parce qu'elles ont la flemme, les gens crient au génie, sauf que finalement... ils font rien d'écolo. Et à côté de ça, il y a la crise environnementale, il y a Greta qui va parler, et en fait, tu dis, il y a 2 mondes qui se séparent, quoi. Et donc, en effet, oui, évidemment, pour moi, la croissance dans un monde aujourd'hui, c'est vulgaire. Et en fait, pourquoi aussi j'ai voulu écrire ça? Parce que c'est un truc que je ressens. En 2017, j'ai fait ma première levée de fonds. J'arrêtais le système de Fashion Week, donc en fait je coupais totalement mes vivres en fait, c'est-à-dire que du jour au lendemain je ne gagnais plus d'argent
Donc pour ça, il a fallu que je vende quelque part pour pouvoir avoir un peu de cash, pour pouvoir créer chez Pichard, avoir un lieu de vie, d'accueil, etc. Et finalement, là, je me suis retrouvée à tout d'un coup avoir finalement des obligations, puisque même si mes investisseurs sont super et c'est plus du love money qu'autre chose, tu te dis, bon, maintenant j'ai des employés, donc il faut vraiment que je vende. Et donc ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, j'ai créé la société sans aucune stratégie. Et là, je me retrouvais à tout d'un coup, 6-7 ans après, à devoir avoir des stratégies. Et c'est là où je me suis dit, mais dans le monde dans lequel on vit, où on sait que quoi qu'on fasse, ça sera pas bon pour la planète, de toute façon. Rien que d'être là sur cette planète, ce n'est pas bon. Faire des enfants, etc. Mais on est là. Donc, il ne faut pas non plus partir dans un extrême. L'extrême est d'ailleurs un énorme sujet pour moi aussi. Mais je me suis dit, mais en fait, c'est hyper vulgaire de vouloir à tout prix grossir, à tout prix se développer, faire plus de chiffre d'affaires, puisqu'on sait qu'on vit dans une société que si tu fais de l'argent, tu l'as forcément fait au détriment de quelque chose ou de quelqu'un. Et donc, c'est là où ça m'a perturbée. Et ça a été dur parce que vraiment, en 2 ans, je me battais entre mes valeurs et en même temps que... Bon, au final, j'ai jamais rien fait de grave. Mais quand même, tu te dis, pourquoi chercher à tout prix une croissance ? Donc, je suis pas là pour dire la décroissance, etc. J'étais plutôt là pour dire, mais en fait, faut prendre le temps. Faut prendre le temps de faire les choses le mieux possible. Et en effet, quand on veut à tout prix sortir des choses à un instant T, donc les fashion week, etc., forcément, tu fais pas que des bons choix. Et alors, comment tu as réussi à combiner tes valeurs et ta marque ? Comment ça s'est passé, cette transition où tu as pris le temps de réfléchir ? C'est un travail de tous les jours. Ouais. Hein. Et c'est toujours présent. C'est de se dire, voilà, j'ai envie de sortir des choses, des nouveautés, des modèles. Je dois vendre des produits. Comment tu fais pour qu'ils soient le mieux possible ? Et donc, c'est surtout passé par l'artisanat. C'était de me dire, ouais, en fait, dans le monde entier, il existe plein de formes d'artisanat, plein de sociétés qui vont pouvoir vivre et se développer grâce à leur artisanat, chose que nous, en France, nous avons perdu. Donc, en fait, pourquoi à tout prix chercher aussi ça dans un pays proche, puisque on a complètement émietté tout ça, et parce que c'était pas intéressant pour le capitalisme, tu vois. Et donc, je me suis dit, en fait, j'ai plutôt envie d'aller aider d'autres formes de culture qui, eux, ont compris que leur artisanat, ça valait de l'or, en fait. Et donc c'est dur de les trouver, de travailler évidemment avec, la distance n'aide pas, etc. Mais vraiment, l'année dernière, quand je suis allée aux Philippines, donc j'y suis allée, j'ai été finalement invitée par le salon de l'artisanat philippin qui avait lieu à Manille. Et j'y suis allée pour rencontrer mes 2 artisans sur place et pour voir qu'est-ce qu'il existait d'autre. Et là, je me suis dit, mais je suis exactement à l'endroit dont j'avais l'impression d'être dans un rêve. Hein. Je suis exactement là où je rêvais depuis des années. C'est-à-dire un vrai salon qui a du sens, de voir que des artisans qui font des trucs incroyables. Et tu te dis, c'est si peu connu quand même, parce que les gens, ils ont tendance, encore une fois, à mettre l'Asie dans la case Asie, c'est forcément, c'est comme la Chine, c'est fait pour faire de la merde et en grande quantité, etc. Et puis là, tu te retrouves avec un pays qui n'a jamais voulu s'industrialiser, qui a jamais voulu perdre son savoir-faire et qui s'est battu pour ça. Et pourtant, c'est quand même un pays de ouf, dans le sens où ils ont que des problèmes tout le temps. Bon, déjà, leur président est timbré, plus qu'ils sont quand même à un endroit où il y a des tremblements de terre tout le temps, des tempêtes, des trucs horribles qui se passent. Et pourtant, ils ont gardé ça. Et en fait, pour moi, c'est le bon sens. Et en fait, c'est ce que j'essaye de mettre dans ma marque depuis le début. Mais je le fais encore plus depuis que j'ai arrêté les Fashion Week, puisque je n'ai plus aucune obligation. Donc, une fois que j'ai mis au point un produit, il peut sortir. Et en effet, des fois, ça met 1 an, des fois, ça met 3 ans. Mais c'est pas grave. Parce que sinon, forcément, tu sors un truc qui n'est pas du tout mis au point. Donc, avec eux, je fais le rotin. Et là, c'est le bon sens, c'est de te dire, tu prends un savoir-faire qui vient d'un pays d'où la matière provient aussi. Le rotin, il vient des Philippines. Le savoir-faire du tressage vient des Philippines. On fait les clutches en forme de baguette.
vraies baguettes de pain. Je les ai faites là-bas. Elles sont faites en bois. D'acacia. L'acacia vient des Philippines. Donc, du coup, tout ça est logique. Ouais. T'es allé chercher aussi du savoir-faire au Portugal, si je dis pas de bêtises. Le Portugal, oui. En Ouais. fait, alors pour revenir un peu à l'origine de la marque, la marque c'est à la base des chaussures en cuir. Et finalement, mon objectif quand je me suis lancée, c'était de faire des chaussures en France, puisque mon inspiration de base, c'était Charles Jourdan, et que Charles Jourdan, il fabriquait tout à Romans, qui est le berceau de la chaussure. Il y en a 2, c'est la région choltaise et Romans. Et donc, moi, je me disais, je veux sauver le savoir-faire français. Et je me suis même plein de fois pris des énormes gifles, pas physiques, mais morales, où on me disait, mais mademoiselle, vous voulez sauver le savoir-faire français? Alors que maintenant, ils sont tous là à essayer de se dire, il faut vraiment qu'on relocalise. Mais à l'époque, rien à faire. Ils me trouvaient ridicule avec mon petit panneau sur les salons Made in France, etc. Et puis finalement, j'ai fait plein de tentatives avec la France. Tous les fabricants français ne m'ont jamais ouvert les portes. Et ensuite, j'ai tenté encore quand l'usine Kélian allait fermer et que le groupe Royer allait s'en séparer. Et donc là, toutes les petites mains de l'usine, qui ont quand même de l'or entre les mains. C'est-à-dire que si eux partent à la retraite, il n'y a plus de transmission, puisqu'il n'y a plus d'école non plus, il n'y a plus de formation chaussures femmes. Il y a toujours les compagnons de devoir, ça c'est génial, mais ils ne font pas la femme. Il y a un truc, mais c'est plus du stylisme. Mais aujourd'hui, on a tellement rabâché, ne faites pas de CAP de BEP, que du coup, on perd tous nos savoir-faire. Et donc, eux avaient envie de monter une SCOP, donc c'est une sorte d'association de travailleurs qui veulent reprendre une entreprise. Et en fait, il n'y a eu que des histoires très politiques, de personnes malveillantes qui sont arrivées, qui ont voulu sauver le truc, mais qui ont fait n'importe quoi. Et donc là, j'ai été dedans et ça a valu que j'ai failli couler en 2017, un truc comme ça. La première fois, parce que j'ai failli couler 2 fois, mais la première fois, oui, c'est 2017. Et donc là, j'ai fait, en fait, la France, c'est fini, en fait. J'ai eu 2014 où ça a été très compliqué, 2017. Et donc, j'avais ensuite, entre toutes ces années-là, j'étais allée chercher la fabrication en Italie, en Espagne, au Portugal. Et à la fin, je me suis dit, donc là, il faut vraiment que je réfléchisse. Qu'est-ce qui s'est le mieux passé, en fait, de tous ces 4 pays? Et donc, c'était le Portugal. Ouais. Le Portugal où il y a vraiment une ouverture d'esprit que je retrouvais pas en Italie, par exemple. Il y avait une envie, en fait, parce que moi, c'est compliqué, je fais pas beaucoup de quantité. Les usines, ils me lâchaient tous, en fait. Au bout d'1 an, de 2 saisons, c'était « Ah ouais, mais tu sais, t'arrives toujours avec des nouveaux développements. Pourtant, je pars de formes existantes. » Enfin, tout ça, c'est des questions très compliquées. Et c'est là aussi où j'ai été très déçue. Et je me suis dit, mais en faisant de la chaussure, je pensais que je ferais de l'artisanat, que je sauverais un savoir-faire artisanal. Et finalement, vu que j'avais un peu les mains dans le truc, je m'en suis et la tête sous l'eau, puisque t'es tout le temps à essayer de sauver quelque chose. Du coup, tu te rends plus compte. Et après, je me suis dit, mais en fait... je sais quand même fabriquer des chaussures, c'est industriel. Même si j'ai pu être fabriquée dans la plus petite usine du Portugal jusqu'à une plus grande usine au Portugal. Mais tout ça est juste une question de bonne foi et de bonne volonté. Et du coup, trouver des personnes qui ont de la bonne volonté, c'est compliqué. Donc tout ça, c'est un parcours aussi qui est très humain. Et donc aujourd'hui, je suis au Portugal et je fais les chaussures et mes sacs dans un petit atelier où on me demande rien. Et mon atelier de sacs, par exemple, est très content que, surtout, je n'arrive pas à tout d'un coup lui dire « Ah, tu peux me faire 1000 sacs, tu peux me faire 10 000 sacs ?» Jamais. De toute façon, il ne pourrait pas le faire. Et comme ça, on en fait en flux tendu tout le temps. En fait, on est en production constante. C'est-à-dire que comme ça, elle a du travail à faire pour moi toute l'année. Il n'y a pas des trous, il n'y a pas des pics, il n'y a pas tout ce qui fait que c'est pas bien, en fait. Ouais, c'est plus sain comme relation. Et du coup, c'est super. Donc, tous les mois, on reçoit des choses. Ok. Voilà. Génial. Ouais, c'est bien, parce que c'était ma question sur le Made in France, Portugal, les raisons, donc on comprend mieux. Ah bah là, tu comprends, ouais. Je comprends bien ce qui s'est passé. Et c'est aussi pour ça le savoir-faire d'aller le chercher ailleurs, parce que je me suis dit, faire finalement des chaussures, c'est
c'est pas l'artisanat en fait. Sinon, tu vends ta paire de chaussures 2 000 €. Donc, et c'est pas non plus mon ambition. Je suis pas dans le luxe. Donc, je suis dans un prix accessible, mais avec un savoir-faire derrière. Ce qui fait aussi que c'est accessible, c'est parce qu'on fait pas du tout de marge, puisque maintenant on n'a plus d'intermédiaires. Donc du coup, c'est ce qui fait. Si j'avais dû garder des intermédiaires, on pourrait pas avoir des chaussures à vendre 300 €. Ça serait beaucoup plus. Ouais. T'es rentable aujourd'hui ? Alors, tout dépend dans quel point de vue. Non, j'ai jamais été rentable depuis bientôt 10 ans d'entreprise. Je pense qu'une entreprise comme la mienne, c'est pas forcément la rentabilité qu'on cherche. On va dire d'avoir un équilibre, ça serait pas mal. Je pense que j'ai pas encore fait mon bilan 2019. Je suis très en retard. J'ai eu des grosses galères avec mon comptable. Donc du coup, je pense que je peux être à l'équilibre, mais voilà, j'avais beaucoup d'employés aussi ces derniers temps. Et tout ça fait que quand tu vends pas assez, en fait, ça n'a pas de sens. En fait, c'est vraiment terrible parce que tu dépenses de l'argent. Alors, je dis pas que c'est de l'argent gaspillé, évidemment, puisque c'est génial d'avoir du monde avec toi. J'ai toujours été toute seule pendant très longtemps, donc ça m'a fait du bien. Et en même temps, c'était aussi compliqué parce que tout d'un coup, tu dois aussi gérer des gens. Et alors, j'aime beaucoup l'humain. Mais finalement, de devoir embaucher, débaucher, te rendre compte, faire tes calculs, etc., c'est terrible. Ouais. Donc maintenant, on est dans une équipe beaucoup plus réduite. On est 3-4. Après, j'ai des freelances qui travaillent pour d'autres entités. Et du coup, je trouve ça bien aussi d'avoir des freelances qui bossent avec moi, mais qui travaillent pour d'autres, donc qui voient d'autres choses. En fait, c'est plus nourrissant pour eux. Ouais, et en fait, je réfléchis aussi beaucoup à ça, à quelle forme d'entreprise avoir. Ça fait partie de cette idée de est-ce que grossir à quel prix et à tout prix comment, mais c'est quoi en fait l'avenir d'une entreprise? Est-ce que c'est en effet que le créateur il soit tout le temps il donne l'impression qu'il est à la plage à longueur de journée et qu'il fait des trucs incroyables pour inspirer, on va dire, la communauté et te dire en fait tous tes employés eux par contre qui cravachent de 10h à 19h et du coup, ça, c'est aussi hyper perturbant. Moi, je sais que j'ai besoin de voyager. Bon, alors là, cette année, évidemment, c'était pas le cas. Mais j'ai besoin de voir des choses. J'ai besoin de sortir de mon quotidien. Sinon, mon quotidien, c'est de faire ma compta et c'est tout, en fait. Et donc, et du coup, de savoir quand je partais que j'avais tout le monde qui était au bureau, ouais, c'était pas agréable. Ouais. Donc, oui, donc là, cette idée, voilà, aussi, c'est pour ça que on a gagné. Pour le télétravail, je pense qu'on a gagné 10 ans. Ouais, ça, c'est vrai. Plus que de 10, parce qu'on est très en retard par rapport aux États-Unis par rapport à ça. Et on sait qu'on a 10 ans de retard avec eux. Donc, du coup, là, je me dis, on commence à s'en rapprocher. Et c'est vrai que là, on garde le télétravail 2 jours par semaine. Et donc, ça va être, je pense, quelque chose que je vais pas changer du tout. C'est vrai que parce que quand on parle de responsabilité d'une entreprise, il y a aussi le fonctionnement interne de la marque oui. qui est hyper important. C'est clair, à regarder. C'est ça qui est génial. Oui, c'est évidemment c'est tout ça. C'est pour ça que et du coup c'est aussi tout hyper dur. C'est à quel moment tu te dis que tu vas dire tout ça, tu vas l'écrire quelque part pour te dédouaner d'un truc. Je trouve ça toujours un peu étrange aussi. Il y a des fois et c'est important parce que les gens sinon ils comprendraient pas ce que c'est la marque et ce qu'ils achètent. Mais ça, c'est hyper dur. Évidemment, moi, quand j'ai vu que, en fait, mon employée aujourd'hui, elle travaille à 1h15 de Paris. Donc, tu te dis, c'est complètement dingue. Quand je voyais qu'elle rentrait à 21h, 22h chez elle, tu te dis, mais elle n'a pas de vie, en fait. Elle se lève tôt, elle rentre tard. Donc là, au moins maintenant, je me dis, jeudi, vendredi, c'est super pour elle. Elle n'a pas de trajet, elle peut rester chez elle. Elle a vue sur la Seine. Voilà, c'est quand même plus sympa. Ouais, et puis clair. Après, en plus même, ça peut nous permettre aussi des fois de faire des choses ensemble qu'on ne pourrait pas forcément faire puisqu'en même temps, il y a la boutique à gérer quand on est ouvert et donc qui nous empêche d'aller faire des choses, de se cultiver aussi un peu et de voir d'autres choses, quoi, et de le faire ensemble. Et d'ailleurs, l'ouverture de ta boutique, est-ce que ça a changé quelque chose dans ta démarche, dans ton rapport avec les clientes, dans l'éducation des clientes? Parce que ça aussi, c'est hyper important, l'éducation des consommateurs et consommatrices. Mais c'est vrai que souvent, j'ai l'impression que dire le mot éduquer, c'est un peu limite un gros mot. Mais en vrai, c'est ce que je ressens. Ouais. C'est vraiment de leur apprendre des choses. Et ça, j'ai de plus en plus envie de le faire et sans que ça passe que par moi. Parce que du coup, tu te dis, c'est aussi un peu donneur de leçons. Mais ça, c'est quelque chose qui, à partir du mois de septembre, qui va être de plus en plus important dans la marque. Mais oui, la boutique, déjà, ça faisait du bien de voir les gens en vrai.
Et c'était souvent je disais ça, c'est le virtuel devient réel. Vu que j'étais une marque très virtuelle. Et voilà, et de comprendre, de voir ce qu'elles ont à dire. Et maintenant que le bureau est au-dessus, en plus de la boutique, c'est intéressant des fois de tendre l'oreille et d'écouter ce qui se passe en fait dans leur tête. Et en effet, on peut plus expliquer à ceux qui viennent. Après, on a une boutique très clairement destination. Hein. Elle est rue de Lappe, elle est dans ma rue, là où j'habite depuis 12 ans. Et les gens disent, mais pourquoi rue de Lappe? Évidemment, c'est trop bizarre. Et du coup, moi, j'adore. Parce que je suis vraiment, évidemment, la seule boutique dans une rue de bar. Mais la journée, la rue, elle est à moi, puisque les bars sont fermés. Et après, le soir, quand je suis en boutique, la rue, elle est à eux. Je leur laisse. Ouais, c'est ça. Tu passes le flambeau. Exactement. Okay. Et tout à l'heure, avant que j'oublie, il y a une question que je voulais te poser. Tout à l'heure, tu disais les extrêmes sont très importants pour moi. Oui. Les extrêmes, c'est un sujet important. Ça l'est pas du tout pour moi, puisqu'en fait, c'est un sujet. C'est-à-dire que je l'ai réalisé quand j'ai fait ma collab avec Pamela Anderson. Je pense que c'est un sujet dont tu voulais aborder. Oui, bien sûr, mais on peut l'aborder maintenant. Cette collaboration, cette ligne vegan, où en fait, j'ai réalisé que les extrêmes, donc le vegan, c'est un extrême. C'est un peu comme les grands mouvements ou les mouvements féministes dans les années 60. Même si c'est pas vraiment un extrême. Donc, mais en tout cas, des grands mouvements comme ça sont importants. Les grands extrêmes sont importants pour faire réaliser des choses. Soit tu sais que tu vas pas y aller du tout, soit tu sais que ça va te faire énormément changer. Donc, du coup, tu vas y aller un petit peu. Et moi, je pense que alimentairement, et même, on va dire, le vegan, en tout cas, de dire, il faut pas faire ceci, il faut pas faire cela, c'est pas une réponse. Puisque je l'ai vu quand j'ai fait la collab, où je me suis dit, mais en fait, faire un choix vegan veut dire que je fais un choix qui est pour la cause animale, mais qui n'est pas du tout écologique. Et ça, c'est un énorme amalgame. Et en fait, c'est pour ça que je dis que les extrêmes sont dangereux. Et moi, je suis plus pour un équilibre, pour, en effet, un bon sens. Mais je pense que les extrêmes sont importants à un moment donné pour, tu vois, ouvrir l'esprit. Ouais. Voilà. Pour l'électrochoc. Exactement. Ouais. Mais après, c'est une question de bon sens. Il faut faire appel à son bon sens et après à ses propres valeurs, ses propres convictions aussi. Mais c'est vrai que moi, ce qui m'a vraiment marqué quand j'ai fait ça, je me suis dit, mais donc là, en effet, mon obsession sera de ne rien faire en cuir, rien faire en soie, rien faire en laine, rien qui ne touchera les animaux de près ou de loin. Mais du coup, il me reste quoi en face? Dans quoi je vais pouvoir faire mes godasses vegan? Et là, tu te rends compte que, à l'époque, on est en 2014, quand je me rends compte de ça, que je fais un salon à Londres sur la mode durable, que en termes de textile, il existait déjà plein de choses. Les nylons recyclés, les filets de pêcheurs recyclés, retransformés en textile, etc. Les bouteilles en plastique retransformées pour refaire des nylons ou des polyesters et tout. Mais en fait, tu dis, quelque chose qui ressemble à du cuir et qui n'en est pas, et qui soit pas du plastique, ça existe? Eh bien non. Et encore aujourd'hui, ça n'existe pas. Alors, bientôt, ça va être quelque chose que je vais montrer à partir du mois de septembre. Parce que ça aussi, c'est compliqué, hein. On en parle beaucoup, mais en fait, chaque matériau a ses bons côtés et ses mauvais côtés. Ouais. Et il n'existe rien de parfait. Mais par contre, on va toujours te dire, mais utilise ce matériau, c'est merveilleux. Non, en fait, il est intéressant, mais il n'est pas merveilleux. Il n'existe rien de merveilleux. Tout a, en effet, voilà, la vie est une balance et tu prends quelque part, t'enlèves forcément quelque part à un moment donné. Il faut savoir où est son curseur, quoi. Exactement. Où est-ce que tu places son curseur. Donc voilà, moi je suis plus dans c'est un peu comme l'agriculture raisonnée, tu vois, c'est que tu dis faire du tout comme ci ou du tout comme ça, c'est peut-être pas une bonne idée, mais faire un peu mieux, en fait, c'est réhumaniser la chose, en fait. C'est vraiment aussi bête que ça. Donc voilà, par rapport à ces idées d'extrême et cette histoire de matériaux, quoi. Et d'ailleurs, sur la recherche de matériaux, c'est une réflexion constante aussi sur les nouvelles matières. Tu disais le cuir, par exemple, on entend beaucoup parler du pignatex, du cuir de pomme. Alors, on dit plus cuir parce que la matière, voilà. T'en es où dans toutes ces réflexions, toi? Du coup, depuis 2014, je suis toute la création des nouveaux matériaux. Moi, mon envie aurait été de développer un nouveau matériau.
Mais bon, la vie a fait que j'ai eu beaucoup de choses à gérer avec l'entreprise et du coup, j'ai pas pu trouver le temps de le faire. Et puis bon, en vrai, je me dis aussi, c'est un peu comme l'artisanat. Je voulais être artisante, mais pas du tout. Ce que je voulais, c'était travailler avec des artisans. Et là, je pensais que je voudrais créer un nouveau matériau, mais c'est pas du tout. Je veux travailler avec ces nouveaux matériaux et surtout les aider à ce qu'ils se développent à mon échelle, évidemment, parce que je vais pas les aider énormément non plus, mais en tout cas, dans ces soucis éducatifs, d'expliquer chaque matériau. Parce qu'en effet, après Pamela, évidemment que j'ai continué à faire du cuir, puisque c'était quelque chose qui, à mon sens, était le matériau le plus durable et intelligent. C'est-à-dire qu'on utilise un cuir on n'a pas élevé une vache pour sa peau. Et ça, c'est un autre amalgame. On pense qu'on élève, mais ça, c'est le Bangladesh, parce qu'en fait, les extrêmes, c'est exactement ce qui se passe. Mais quand tu prends en Europe ou même en Occident, en règle générale, ta vache est élevée pour sa viande. Donc, alors, je ne cautionne évidemment pas du tout la surindustrialisation de la viande, hein, les fermes, usines, etc. C'est horrible et je mange pas de viande d'ailleurs, mais ça existe. C'est là, il y a ça. Donc en fait, une fois que tu as ce cuir qui arrive, soit il va partir à la poubelle, soit tu le transformes. Et donc là, je me dis, ça, c'est une démarche écologique, c'est que tu prends un truc, tu le transformes. Donc tu as plein de façons de le transformer. Tu le tannes soit au chrome, soit tu le tannes végétalement. Et c'est là aussi l'autre amalgame, c'est tu fais du cuir végétal. Et ma question, c'est toujours, qu'est-ce que tu entends par cuir végétal ? Et c'est là où il y a un problème, c'est qu'un cuir végétal est juste un cuir tanné végétalement. Donc, avec du compost, voilà. Et des plantes, etc. C'est aussi un énorme sujet. Donc, pour moi, le cuir, en ça, c'est on a utilisé quelque chose qui est là, on le transforme, et ensuite, c'est quelque chose de durable. Le Pignatex, après, on me disait, oui, pourquoi tu fais pas du Pignatex ? Donc, déjà, je peux pas faire qu'une collection de, je sais pas, tu peux pas vivre qu'en faisant du Pignatex parce qu'il y a que un aspect et il y a maintenant il y en a plus de couleurs que par rapport à 2016 quand ça s'est vraiment lancé et encore ça fait même pas 2016. Ils communiquaient beaucoup mais ce n'était pas encore achetable. À l'époque où moi on venait m'attaquer en me disant mais pourquoi tu fais pas du Pignatex ? On ne pouvait pas encore l'acheter. Et ça arrive pour tous les nouveaux matériaux. Ils communiquent beaucoup dessus. Même un Stella McCartney avec le cuir de champignon. Le fournisseur de cuir de champignon va communiquer dessus sur Instagram en disant merci Stella McCartney d'utiliser mon cuir de champignon. Non. Mais finalement, moi, je leur envoie un message, je leur dis je peux vous en acheter ? Ah non, désolé, il n'existe pas encore. Et en fait, c'est là où tu dis c'est fou quand même ce monde dans lequel on vit. Et en effet, je comprends que les gens doivent se dire, mais les marques nous prennent tellement pour des cons. Mais en fait, c'est juste que tout ça n'existe pas. Et tout ça met du temps. Et donc, un Pignatex, tu sais pas comment ça va vieillir. Et alors, surtout, il y a du plastique dedans. Mais par contre, ça n'empêche pas qu'en septembre, je vais sortir un modèle de sac en Pignatex, évidemment, pour donner justement toutes ces indications. Et faire des interviews avec tous ces fabricants de nouveaux matériaux. Parce que ça sert à rien de vouloir vendre de l'or alors que ça n'en est pas, en fait. Il faut donner les cartes, il faut donner toutes les indications aux gens pour qu'ils soient moins linéaires aussi. Enfin, tu vois, moins... toutes les informations pour qu'on puisse faire des choix en pleine conscience et savoir où est-ce qu'on met les pieds. Quoi. Et arrêter les amalgames dans tous les sens. Quoi. Ouais. Donc aujourd'hui, oui, le cuir. Et évidemment, il y a plein de moments où je suis désespérée de faire du cuir. Et donc pareil, là, j'essaye de travailler à créer une filière, de pouvoir trouver mes éleveurs où je sais qu'ils élèveront bien les bêtes, où je saurai qu'ils les font abattre de la manière la moins terrible possible. Il existe plein de choses. Il y a une femme qui est en train d'essayer de ramener un camion abattoir itinérant en France. C'est un truc de ouf où elle s'est fait lyncher dans tous les sens. Parce qu'évidemment, ça arrange pas, tu vois. Les lobbies de cette industrie agroalimentaire. Donc, le lobby, c'est très compliqué. Donc, et elle, en fait, ce qu'elle dit, c'est que, et c'est quand même assez fascinant, au moins, ces vaches, elles vivent longtemps. Le camion, il se pose dans le champ. La vache errante, évidemment, elle ressortira pas. Mais déjà, elle n'aura pas eu le transport. Et elle n'aura pas eu, après, à être loin de son éleveur, à être abattue n'importe comment. Et en fait, ce qui est assez fascinant avec elle, c'est qu'elle te pose des photos de ses vaches sur son compte Instagram. Et après, elle te pose des photos de son steak.
Donc là, t'es choqué. Tu te dis, mais c'est trop bizarre. Elle poste des photos de sa vache qu'elle aime d'amour et après de son steak qu'elle aime d'amour aussi. Et en fait, c'est là où tu te dis, mais ça, c'est pareil. Rien n'est si simple, en fait, dans la vie. C'est que ça n'empêche pas que elle voit naître ses veaux, ses vaches, qu'elle les élève avec amour. Mais à un moment donné, les véganes, ça serait quoi c'est qu'il n'y aurait plus de vaches sur Terre. Parce que, en fait, sinon, ça n'a aucun intérêt, tu vois. Et donc, là, au moins, pour moi, c'est aussi une façon de dire, oui, il faut remettre des bases. Il faut arrêter de tuer les animaux jeunes. Tous les bébés, c'est compliqué. Toi, par exemple, en France, on a des élevages d'agneaux. Mais l'agneau, comme c'est censé être une peau extrêmement parfaite, on ne va pas forcément, pour ceux qui tannent l'agneau en France, ils la prennent d'Espagne. Mais t'imagines, le transport Espagne-France pour les bébés dans le camion, 60% des agneaux meurent dans le transport. Et là, tu te dis, mais c'est complètement timbré. Et donc, pour les éleveurs, déjà, c'est la folie. Et puis, pour les animaux, mais c'est terrible. Donc, en fait, c'est juste remettre des choses. Et donc, moi, je rêverais de pouvoir trouver mes éleveurs qui fassent vraiment le truc de A à Z parfaitement. Et ensuite, j'ai déjà mes partenaires. Et ça m'a valu aussi des années de bâchage avec des tanneurs, des fournisseurs de cuir, où quand j'arrivais, que je leur disais, je peux savoir d'où elle vient votre vache, je peux savoir c'est quel éleveur, je peux savoir... C'est impossible. Tu peux pas savoir. On te dira... Quelle région, quel pays d'Europe, quelle région d'Europe, tu vois. Mais c'est tout. Ouais, la traçabilité. Après, on te dira l'abattoir, mais moi, je veux savoir déjà où est-ce qu'elle a vécu et comment. Et donc, en fait, tout ça, c'est hyper compliqué. Là, tu pourrais tout savoir. Et en plus, je travaillerais avec tout ça localement. Ouais. Jusqu'à mes tanneurs ou mes gissiers dont je suis assez proche en France, quoi. Ok. Ouais, c'est hyper intéressant. Mais c'est vrai que c'est un sujet hyper complexe et qui est pas hyper complexe. Qui est pas, enfin c'est pas blanc ou noir quoi. C'est tellement plus complexe. Et du coup, c'est pour ça que c'est hyper dur aussi de prendre la parole là-dessus, surtout à une époque où quoi que tu dises, il y aura toujours quelqu'un pour chercher la petite bête pour déglinguer tout ce que tu dis et qui va dire un truc qui va tellement t'énerver que du coup, qui fait un. En fait, tout ça, c'est très compliqué. Ouais. Et pour revenir un petit peu sur la collaboration avec Pamela Anderson, parce que je la trouvais hyper intéressante. Et comment tu l'as choisie Enfin, pourquoi tu as choisi Pamela Anderson? Comment ça s'est passé un peu? Je ne l'ai pas choisie, elle m'a choisie. En fait, tu vois, ça va dans ces trucs que je ne prévois jamais rien. Ouais. Et du coup, évidemment, j'aurais jamais pu prévoir qu'en 2014, alors que j'avais 2-3 ans de marque, qu'on me dise, il y a Pamela qui aimerait faire une collaboration avec toi. Mais genre, Pamela, je l'aime depuis que j'ai l'âge de 9 ans. C'était quelqu'un que quand je regardais Alerte à Malibu, j'étais fascinée totalement par elle, par son corps, je me dis mais ça existe et je voulais lui ressembler. Bon, du coup, j'ai pas du tout pris ce chemin-là et voilà. Mais je me dis elle est incroyable. Et en fait, ce que j'ai aimé chez elle aussi, c'était que c'était une femme écolo. C'est la première à avoir fait concevoir une maison écologique à Malibu. Elle était activiste depuis le début. C'était la fille qui venait du Canada, de sa petite bourgade, etc., qui connaissait rien à la vie. Et donc, voilà, j'aimais son parcours. Elle me touchait énormément. C'était pas que ses gros seins et sa plastique que je trouvais fascinante. C'était vraiment... un ensemble. Et du coup, j'ai beaucoup posté des photos de Pamela sur mon compte Instagram au début, que j'ai eu Insta et pendant longtemps d'ailleurs. Et en fait, mon rêve est évidemment de la rencontrer, qu'elle porte mes chaussures. Et un jour, on m'avait dit, mais si Pamela, elle vient chez toi, qu'est-ce qu'elle peut prendre comme chaussures? Parce que ton image est hyper sexy, vu que j'avais une imagerie hyper sexy dans mes campagnes. Mais par contre, mes chaussures l'étaient moins, parce que je suis tout le temps en recherche de contraste. Et là, je me suis dit, mais c'est clair, qu'est-ce qu'elle pourrait porter? Parce que je fais pas vraiment de talons, elle porte que des talons hauts. Et là, j'ai créé la Pamela, qui était une mule à bout pointu, années 90, et plus 2000. Et en fait, tout s'est emboîté parfaitement à ce moment-là, et ça a été... le moment fort de ma vie. Aujourd'hui, il n'y en a pas encore eu aussi important. Et c'est aussi très difficile. Une fois que tu as eu un truc comme ça, on te demande toujours c'est quoi ton coup d'après. Mais déjà, c'était pas un coup. C'était pas programmé. Et donc, en fait, non, on vit pas dans un monde où il se passe que des trucs incroyables toute ta vie, tous les jours, en fait. Donc, ça, c'était un moment fou où en effet, un jour, j'ai reçu un mail où on me proposait une collaboration avec une actrice américaine, une collaboration végane. Je venais de faire un don à sa fondation, mais genre 2 semaines avant, j'ai même pas du tout tilté sur le coup. Et là, on m'a dit, c'est Pamela Anderson, elle est allée voir votre site, elle adore et machin.
Là, j'ai pleuré et c'était incroyable. Et donc, je suis allée la rencontrer chez elle. Mais c'était fou. Je touchais pas terre, hein. Après, j'ai touché terre puisqu'il s'est passé que des galères. Mais pendant des mois, j'ai pas touché terre. J'étais obsédée par cette collaboration, de tout comprendre, de connaître. C'est là que j'ai réalisé. Et c'est là que ma démarche éco-responsable est arrivée. C'est vraiment ce jour-là où j'ai dit, mais faire vegan ne veut pas dire écologique. Mais du coup, c'est terrible. Pourquoi ça peut pas être les deux, en fait? Donc, j'ai fait cette collaboration qui n'était pas spécialement écologique. On était obligé à l'intérieur des chaussures de mettre un plastique, soi-disant qui était quand même respirant. Et après, tu es obligé de croire aussi un peu tes fabricants, enfin tes fournisseurs, pas mes fabricants, parce que c'est moi qui donne tous mes matériaux à mes fabricants. Jamais je les laisse choisir un truc, je veux tout sourcer moi-même. Mais bon, voilà, il fallait trouver. Donc après, il y avait du jean, mais après, tu te dis, bon, bah, le coton, on produit du coton en Inde, ce qui empêche les Indiens de faire de l'agriculture alimentaire. Donc c'est complètement une aberration aussi. Et puis, tout ça nécessite beaucoup d'eau. En fait, voilà, tout est hyper compliqué. Ouais, ça s'arrête jamais. Donc là, bah oui, c'était un choix vegan. Donc du coup, en tout cas, on ne touchait à rien aux animaux et tout était en polyuréthane. On avait fait du raffia quand même et en textile. Mais c'est pareil, des chaussures en coton, personne n'en veut puisqu'elles se disent, bah s'il pleut ou si, enfin voilà, comment ça vieillit quoi. Donc, tu vois, tout ça, c'est aussi hyper compliqué. Oui, parce que la durée de vie d'un produit et sa durabilité, c'est aussi hyper important. Quoi. Bah, c'est indispensable. C'est ça. Ouais. Donc oui, donc tout ça m'a vraiment ouvert l'esprit, c'est sûr. Ouais. Et donc, on a fait cette collaboration qui a été très, très compliquée pour moi à gérer, même si elle a été géniale. J'ai adoré Pamela, j'ai adoré la femme qu'elle était. Elle m'a laissée libre, et en même temps, elle savait exactement ce qu'elle faisait. Enfin, quand je l'ai rencontrée, elle était toute seule chez elle. Elle n'était pas avec ses assistants qui allaient lui dire « tu devrais faire ci, tu devrais faire ça ». Elle avait fait livrer à bouffer vegan, évidemment. Elle a ouvert le rosé, elle montait sur son plan de travail à 4 pattes pour prendre des verres. Enfin, genre, elle était hyper naturelle et elle était très généreuse dans tout ce qu'elle nous racontait, puisque j'étais allée avec la personne qui me l'avait présentée, qui n'était pas d'ailleurs vraiment son agent, mais était plutôt quelqu'un qui pouvait lui rapporter des fois des missions, ce genre de choses. Okay. Et là, je me suis dit, elle est exactement comme je pensais. C'est une femme indépendante, libre, qui en fait qu'à sa tête. Et ça, j'adore. Ouais. Elle correspondait à l'image que tu avais d'elle petite, quoi. C'est ça. Ouais. Ça, c'est bien. Au moins, il n'y a pas eu de déception ou ce genre de choses. Ouais. Et alors, j'ai 2 questions à te poser que je pose très souvent à mes invités. Est-ce qu'il y a eu un moment où tu as pris vraiment conscience des dérives de l'industrie textile? Est-ce qu'il y a eu un événement, quelque chose où ça s'est fait progressivement? Est-ce que la collaboration avec Pamela Anderson a joué, a contribué? Est-ce que... Ouais, bah c'est celle-là. Hein. Ouais. En fait, j'ai toujours utilisé d'autres matériaux que du cuir, par exemple, mais c'était pas dans des soucis écologiques, puisqu'en fait, à ce moment-là, et même encore aujourd'hui, hein, des fois, quand tu en parles. Alors maintenant, ça devient à la mode. Donc, du coup, tous les fournisseurs ici sont mis. Mais à l'époque, quand tu leur posais des questions comme ça, mais ils te regardaient de haut en disant, mais qu'est-ce qu'elle me saoule, elle, avec son truc écolo. Et tu passais vraiment pour un illuminé, hein, vraiment. Donc je sais pas si c'est parce que non, enfin je pense que je voulais pas trop en parler. Je prenais les matériaux, j'aimais bien tester plein de choses. J'ai toujours été intéressée par la matière, mais c'est vraiment quand j'ai fait Pamela que là j'ai réalisé ça. Et pour moi, il y a vraiment un avant et un après Pamela. Okay. Le avant Pamela, c'était je fais ma petite vie, je respecte les timings de Fashion Week. Bon, après, je faisais des mini-collections, c'était toujours très frustrant. Les acheteurs, ils me demandaient toujours autre chose que ce que je venais de faire, etc. Et le après Pamela, mais en fait, tout ça n'a pas de sens. Quand je vends mes collections à Londres, à Miami ou à Moscou, les clientes, c'est pas les mêmes, hein. La météo, c'est pas la même. Mais comme on vit dans un monde avec Instagram où en fait il faudrait faire tout le temps le hit produit pour que les hits Instagrammeuses portent le truc et qu'après tous les moutons y suivent, c'est hyper dur aussi. Parce que moi je veux surtout pas de ça. Je veux surtout pas comment ça qu'il devienne un hit, et du coup il l'a jamais été et il le sera jamais. Il devient juste le classique de la marque. Et du coup ça c'est plus ça qui m'intéresse, parce que sinon c'est hyper dangereux, tu t'en lasses et c'est pas bien en fait. Ouais.
J'ai pas envie de voir tout le monde avec mon sac partout dans la rue, c'est dur. Ouais. Bah oui, ça aurait plus trop d'intérêt. Bah ouais, et puis c'est vrai que ce truc moutonnier, il est flippant en fait. Donc voilà, donc on va dire que voilà, tout ce truc il s'est fait avec Pamela et après il s'est fait petit à petit, puisqu'évidemment tu réalises plein de choses au fur et à mesure, tu lis des trucs, tu vois des trucs, et là tu te dis mais c'est complètement fou quoi. Et du coup, même chose pour ton engagement un peu écologique, responsable, tout ça est parti de là? Ouais. Ouais. Oh bah ouais, c'est sûr. Après, j'ai toujours été, comme j'ai toujours été petite, je me suis toujours dédouanée en disant, bah, de toute façon, je produis tellement rien. Mais rien qu'à mon échelle, vu que j'ai toujours l'impression de vivre dans un monde qui est très matériel, alors que je ne le suis pas du tout, je ne consomme absolument rien. Et du coup, c'est ça aussi où c'est très bizarre. C'est que tu te dis, je crée du matériel, je vis, j'ai plein de matériel autour de moi. Et pourtant, alors c'est peut-être parce que j'ai tout ça que du coup, je n'ai absolument aucun besoin matériel. Tu vois, je sais pas si c'est ça. Ouais. Mais donc voilà. Donc, mais le peu que j'ai, je veux que ce que je produis, en tout cas, ça soit porté. Et c'est pour ça que c'est pour moi hyper important que ce soit porté le plus longtemps possible. Et ensuite, que ce que j'ai sur les bras puisse partir dans un autre circuit parallèle, mais toujours de vente et pas de destruction, quoi. Ouais. Et si j'ai des trucs, ça sera des dons à Emmaüs, tu vois. Mais voilà. Ouais. Et quels sont un peu tes projets avec la marque? Où est-ce que tu as envie d'aller? Est-ce que tu as des choses de prévues? Est-ce que tu continues à faire un peu aussi comme ça, en fonction de... mais en fait, c'est ça, c'est que j'ai jamais de projet, puisque je fais confiance un peu au destin et à mes illuminations, puisqu'en fait, c'est plus ça qui se passe, généralement. C'est tout d'un coup, je vais avoir un flash et je dis, ah, vas-y, on va faire ça. Donc, ce qui fait que c'est génial, hein, notre quotidien n'est jamais monotone. Mais ensuite, j'ai plus, on va dire, un gros projet, c'est de mettre à plat tout ce qui est dans ma tête. Et ça, c'est un gros projet. Voilà. Et donc, dans cette idée d'éducation, c'est un peu pour m'éduquer moi aussi et en même temps partager ce que j'aurais appris avec les autres. Et donc ça ira avec ces idées de matériaux, ça ira avec ces statements que j'ai faits pour pouvoir expliquer mieux les valeurs qui sont les miennes et pas celles de mon entreprise, tu vois, même si du coup c'est lié. Mais ne plus vouloir à jamais me dire que Pichard, c'est pas Amélie Pichard, etc. Parce que finalement, c'est pareil. Ouais. Même s'il y a quand même des subtilités de temps en temps quand même. Mais, mais c'est vrai que c'est un peu... C'est toi aussi. Tu mets beaucoup de toi dans cette marque. Elle a ton nom aussi. C'est ça. Ouais. Donc oui, donc septembre, c'est le lancement de modèles réalisés dans tous les nouveaux matériaux. Okay, pour montrer à quoi ça ressemble un vrai cuir végétal, par exemple. Ouais. Et que non, on n'aura pas encore des trucs magnifiques qu'elles aimeraient avoir et qui soient écolo et végétal. Parce que la chaîne est longue et la chaîne est compliquée. Et les mentalités ne sont pas encore toutes ouvertes et les lobbies non plus. Ouais, c'est sûr. Ouais. Mais en plus, c'est vrai que par exemple, les sacs en cuir, on peut les acheter en vintage. Tu vois, là, moi, j'ai un sac cuir que j'ai acheté dans un magasin vintage en Sicile que je trouve magnifique avec du cuir italien. Mais ça, est-ce qu'on pourra le faire avec les nouveaux matériaux? On ne sait pas quand on n'a pas assez de recul. C'est sûr. Ça aussi. Bien sûr. Et ça, on ne sait pas. On sait pas comment ça se déteint, comment... Après, il y a des cuirs aussi qui vieillissent plus ou moins, de toute façon. Donc, en fait, il n'y a même pas de généralité. Ça dépend vraiment. Mais oui, bon, de toute façon... Mais tu vois, le vintage, c'est ça qui est aussi marrant, c'est qu'il y a vraiment deux sortes de personnes, quoi. Il y a ceux qui ont besoin qu'on leur mette tout cru dans le bec. C'est ça qu'il faut que tu portes. C'est comme ça qu'il faut que tu le portes avec ça. Et ensuite, t'as les autres qui adorent faire des expériences de look et mélanger des trucs et voilà. Donc, tant qu'il y a les deux, c'est bien aussi. Mais donc c'est pour ça que le vintage ou le seconde main, c'est pas non plus encore la seule solution. Et puis après, il y a un autre truc qui est hyper flippant aussi, hein. C'est que, par exemple, les brocantes, moi j'adore faire des brocantes, mais maintenant quand tu commences à faire de plus en plus les brocantes, depuis que tout le vintage, etc. est devenu à la mode,
Mais il y a quasiment plus rien en fait. Il y a plus que des trucs Ikea ou des jouets en plastique de gamins et des produits moches. Et donc du coup dans la mode ça va être la même chose à un moment donné. Ouais, on se retrouve avec des produits de mauvaise qualité sur le marché de seconde main. T'imagines quand on va se retrouver avec les fast fashion en seconde main, ça va être sympa. Ouais. Donc finalement le seconde main il a évidemment son avenir et il est indispensable pour casser l'homogénéité de notre monde, parce que ça c'est aussi un truc hyper important. C'est marre de voir tout le monde se ressembler, marre de voir tous les magasins partout dans le monde. Enfin, c'est hyper flippant. Et donc le second main en ça, il est indispensable. Mais à un moment donné, évidemment, il y aura des turnovers et des mauvaises périodes, puisqu'il y aura que des produits qui seront pas bons. Donc ouais. Toi, t'as toujours consommé du vintage? Ça a toujours été pas tout. Enfin, ouais, depuis que je suis arrivée à Paris. Ouais. Okay. Donc ça fait, c'était quand en 2003 hein. Mais non, avant ça, à Chartres, enfin je connaissais pas grand chose, hein, franchement, donc j'étais pas très ouverte d'esprit non plus, donc voilà, j'étais jeune, j'adorais par contre customiser quand j'étais plus jeune. Voilà, je bricolais des trucs et tout parce que surtout que j'allais faire une école de mode, donc il fallait que j'essaye d'apprendre à coudre un peu, mais c'est vrai que j'ai jamais ressemblé à personne quand j'étais jeune non plus. Je sais pas, un jour j'étais arrivée habillée tout en rouge à la rentrée des classes au lycée, c'était trop bizarre, tu vois, surtout du rouge, et ouais, j'avais toujours des looks bizarres. Okay. Mais qui étaient pas non plus si bizarres, ils étaient bizarres pour Chartres certainement. Mais pour toi, ça te permettait aussi de sortir du lot, de ce moule. Et c'est vrai que je me rappelle, c'était mon premier petit copain qui avait dit mais pourquoi tu t'habilles comme ça, pourquoi tu mets pas un Sweet LS, des baskets et un 501? Et j'étais là, j'avais mon Dieu. Pas du tout. Mais pas du tout. Ouais. Et ce goût pour la non-conformité, tu penses que c'est venu comment? Alors, je crois que t'aimes beaucoup aussi les États-Unis, et c'est vrai qu'aux États-Unis, on a cette liberté de pouvoir s'habiller justement tout en rouge et personne va se juger, quoi. Alors, je connaissais pas les US à cette époque, mais c'est vrai que je sais pas parce que j'avais pas spécialement d'exemple, mais bon, j'aimais bien comment ma mère s'habillait, mais après, c'était pas, elle avait son style, tu vois, mais je sais pas. Franchement, je sais pas d'où c'est venu. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que depuis l'âge de 14 ans, j'ai commencé à me décolorer les cheveux sans l'accord de ma mère. Et après, j'avais besoin de changer tout le temps, en fait. Et donc, et après les États-Unis, évidemment, mon premier voyage que j'ai fait, je crois que c'était en 2003, là-bas. Et c'était New York, j'avais pas trop aimé. Parce que je suis pas spécialement New York, je suis pas très ville. Après, maintenant, quand je vais à New York, je me barre direct. Et là, j'adore maintenant aller à New York pour ça. Mais après, j'ai fait tous les ans un voyage, un road trip à New York. Donc, j'en suis à mon, je sais pas, 15e, pas à New York, aux États-Unis, 15e road trip là-bas. En fait, ce que j'aime là-bas, c'est, alors au-delà de tout ce qui est politique évidemment, mais ce que j'aimais, c'est la facilité. C'est facilitateur de voyage, les États-Unis. Tout est simple. Tu n'as pas besoin d'organiser parce que c'est vrai que quand tu as une entreprise, t'as tout le temps beaucoup de choses à faire, à penser et pas du tout à organiser des vacances. Et donc, au moins, c'était une question de facilité. On prend le billet, on fait de là jusqu'à là et puis on verra ce qui se passe sur la route, quoi. Et puis, hop, 15 jours avant de partir, on regarde quand même des petits trucs. Ah, tiens, quand même, cet endroit, ce Airbnb, je suis fascinée par... et ça a évolué. Maintenant, quand je pars, un des derniers voyages, c'était autour des maisons éco-responsables. Et là, c'était génial. Parce que mon objectif là, mon futur projet, il n'est pas au sein de la marque, il est au sein de moi-même et de construire une maison autonome. Et donc, du coup, on visite depuis maintenant 4 ans que des maisons autonomes pour se rendre compte que, en fait, l'autonomie... Mais en fait, c'est un peu comme manger bio. Avant, manger bio ou aller chez Naturalia, on disait c'est les gens gris. Et du coup, de dire tu fais une maison autonome, on va m'imaginer avec des dreads et un sarouel et à fumer des pétards. Tu vois, c'est vraiment, c'est ça la société, c'est les cases, c'est des images, c'est normal, hein, c'est naturel, mais et donc nous, on se disait non, nous on veut vivre dans une maison confortable et belle, puisque l'esthétisme pour moi c'est très important et j'ai pas envie de faire de l'esthétisme que ce soit dans mes produits ou dans ma vie au détriment d'autre chose. Donc, comment se dire que tu peux avoir une maison belle, confortable, mais qui ne sera pas rattachée à EDF et qui ne sera pas rattachée à l'eau et que tu prendras l'eau de puits ou l'eau de source, tu vois. Ouais. Et donc, voilà, donc on travaille là-dessus depuis 4 ans et c'est long. On cherche un terrain. C'est compliqué, c'est hyper intéressant. Ouais. Donc, c'est ça qui m'anime aussi. Enfin, du coup, c'est
tout ça en fait. C'est qu'en fait tu peux pas te dire juste dans ma marque je vais faire le maximum possible et en fait continuer de vivre à Paris. Ou dès que tu fous le pied dehors, c'est pour consommer quelque chose. Et ça c'est hyper dur. Moi c'est ça qui m'étouffe à vivre en ville en fait. C'est que j'aurais envie de pouvoir sortir et profiter de la vie gratuitement. Je suis bien d'accord avec toi. Et ce n'est pas possible. Ouais. Et c'est comme te rendre compte que si en effet demain on te coupe les vivres et tu n'as plus accès à un supermarché ou à de l'eau, mais t'es quand même comme un couillon en ville. T'es paumé, complètement. Et ça, c'est pas possible. Et ne pas savoir faire pousser une patate. On veut pas vivre en autonomie. On veut vivre en autonomie par rapport à la dépendance, on va dire plus du gouvernement quelque part. Tu vois ce que je veux dire? Parce que EDF, très clairement, c'est voilà. Mais au final, on a plutôt envie de continuer de partager des choses, d'aller chez le paysan, d'acheter ses fruits et ses légumes. Évidemment, on fera un potager parce que mon mec, il adore faire ça et qu'il adore faire pousser des trucs tout le temps. Mais on sera plus dans un partage de choses, quoi. Ouais. Ok. Bah écoute, très chouette projet en tout cas. C'est ça mon projet. Ok. Et alors, on arrive à la dernière question rituelle de ce podcast que je pose à toutes mes invitées. Est-ce que tu as des modèles dans la vie? Je pense que j'en ai plusieurs. Mais comme tout, c'est prendre un petit bout de chaque personne. Il n'y a pas une personne où je me dis j'aurais trop voulu être elle. Toi, par exemple, j'adore Sonia Rykiel. J'ai adoré cette marque. Mais en même temps, elle l'a pas créée seule. Elle était quand même rattachée à une certaine bourgeoisie, etc., qui ne me touche pas du tout. Tu vois ce que je veux dire? Charlotte Perriand, par exemple, qui a vraiment, qui m'a toujours touchée. C'était par cette volonté de créer toute sa vie. Et en fait, c'est ça qui m'intéresse. Et moi, c'est ça. C'est mon ambition dans la vie, c'est de créer. Et ça peut être aujourd'hui des sacs et des chaussures, demain une maison autonome et plein d'autres choses. Voilà. Et ça sera jamais rattaché que à un truc. Ouais, pas de case. Pas de case. Voilà. Très bien. Et écoute, merci infiniment d'avoir répondu à toutes mes questions. C'était passionnant. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci à Amélie d'avoir participé à cet épisode de Nouveaux Modèles et merci à Thomas Langlin, notre ingénieur du son. Pour ne louper aucun épisode, rejoignez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram @nouveaumodèle.podcast. Je vous dis à très bientôt pour rencontrer un nouveau modèle.